Bah oui, il est peut-être l'heure de manger là, c'était pour ça que j'essayais à peu près. Ça te va, genre de truc que je rajoute tout? Ouais, c'est sûr. Bon allez, reprenons. On en était à Scales. Jusqu'à Scales. Scales. À la fois écaille et échelle. Échelle de puissance entre les persos. Eh oui, c'est ça l'idée. Et ensuite, donc... Ensuite, gros blanc. Et je reviens professionnellement pour Cops. En fait, l'idée de Marc, donc Marc, quand je parle de Marc, c'est Marc Nunes, hein, Monsieur N, le big boss, il avait envie de refaire Berlin 18. Et le problème, c'est qu'un des co-auteurs de Berlin 18 voulait pas. Donc, d'ailleurs, je ne sais même pas comment ils ont fait. Je sais qu'ils l'ont réédité, là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'entendre avec ce vieux grognon. Bref, on ne pouvait pas faire Berlin 18. Donc, on a décidé de faire un truc plutôt en Californie. Et puis, voilà. On a fait Cops. Donc, comme je disais, hein, le bouquin de base, j'ai fait ça avec Geoffrey et Picard. Et après, c'est lui qui a géré toute la gamme. Hein, et comme souvent dans mes jeux. Et puis voilà. Alors après, une fois que Cops s'est arrêté, on a complètement... Alors après, Geoffrey et moi, on s'est lancé dans les jeux de figurines, Eldorado. Et puis après, voilà, Eldorado s'est arrêté. Pendant très longtemps, j'étais que dans le jeu de plateau, surtout. Et puis après, il y a Space Cowboy qui s'est formé pendant quand même 10 ans, quoi. Et puis, il y a 2 ans, sentant la retraite approcher, j'ai eu l'occasion de reprendre le studio Edge avec un très vieil ami à moi, avec Michael Crotoriou. Et puis voilà, le reste c'est de l'actualité, donc on passera rapidement dessus. Mais bon, voilà, je dirige les gammes Star Wars, L5R, l'Appel de Cthulhu, Arkham Horror. Voilà, à part, c'est travailler maintenant sur l'Appel de Cthulhu. J'ai jamais été un extraordinaire fan de l'Appel de Cthulhu, mais travailler sur cette gamme-là, comme travailler sur Star Wars, ou travailler sur L5R. L5R, je l'avais déjà fait avant. Je suis assez fier parce que c'est quand même quelque chose d'historique et quelque chose de se dire qu'on a... Ouais, voir mon nom dans un supplément de l'Appel de Cthulhu, j'étais assez content. Alors ça aurait été mieux si ça avait été GURPS ou Juge Dredd, mais bon, voilà, ou Shadowrun. Mais je me demande si je suis pas dans les remerciements d'un Shadowrun en VF, il me semble, que Léo avait traduit. Bref. Mais voilà, donc pour l'Appel de Cthulhu, je suis assez content. Bon, on a fait le tour des questions intelligentes, on va commencer les questions stupides. Pour mieux te connaître, vas-y, décris-nous quel serait le jeu de rôle que tu choisirais si tu te retrouvais pas tout seul, si on joue pas au jeu de rôle, avec tes amis, sur une île déserte. Alors, en trouver qu'un seul, ça serait dur. Alors, j'aurais envie de dire Shadowrun, jeu auquel je joue plus, donc c'est bizarre, mais c'est quand même, je pense, parce que je pensais à plusieurs autres, mais c'est, je pense, celui où j'aurais le plus de façons différentes de jouer. Alors en disant ça, j'aurais dû dire GURPS. Je dirais Shadowrun quand même. Voilà. À cause de ça. À cause de se dire, tu peux jouer des mecs d'une tribu native américain dans un coin, ou tu joues au Japon avec des trucs hyper techno, ou alors tu joues des clochards esprit des poubelles dans les rues de Seattle, enfin voilà. Voilà, tout ça, ça m'ouvre plein de possibilités.
Alors, je te pose une question que j'ai posée à d'autres personnes, mais qui me semble vraiment super intéressante, et je veux ton point de vue. Est-ce que d'après toi, un jeu de rôle qui est mal illustré ou mal documenté, mal mis en page, ça ne marche pas? Alors, qu'est-ce que tu entends par marché? Commercialement ou de réputation? Parce qu'il y a des jeux qui ont de très bonnes réputations et qui commercialement marchent pas. Donc, les deux, enfin, on va dire un peu les deux. Alors déjà, c'est peut-être un peu faux vu le succès de Bitume, qui est quand même très moche, le début en tout cas. Mais on pouvait se permettre à l'époque. Comme Zone. Zone, c'était un peu moche, voire très moche. Mais ça faisait genre, quoi. Maintenant, en 2025, c'est impossible. Un jeu un peu moche, tu le regardes, même pas. Ça, c'est clair. Je l'ouvre même pas. Et je dirais même que c'est même un peu le cas pour les jeux de plateau aussi. Hein. Donc, et puis maintenant, il n'y a plus... Est-ce qu'il y a encore des jeux moches? Si t'es personne, ça va être vexant. Si sur des jeux indie américains, il peut y avoir des trucs un peu moches, alors, ou tout du moins des trucs extrêmement clivants comme Morkborg, oui, qui est clivant, c'est-à-dire voilà, c'est bizarre en fait le look. Et puis des trucs qui volent pas. C'était quoi le truc avec le maître de jeu? C'était la divine rose trémière là. Tu vois pas ce que c'est ça? Un truc fait par 2D sans face. Les Suisses là. Le maître de jeu c'était la divine rose trémière. Bref, c'était pas moche, mais c'était tellement bizarre que voilà. Non, après on pourrait aller plus loin en se disant qu'il est possible qu'il y ait des jeux qui marchent juste à cause du look. Alors, je vais en citer deux. C'est vraiment pas par méchanceté, vraiment pas. Surtout que les deux chez le même éditeur, je crois. Aussi bien en français qu'en anglais. Dragonbane et Weizen. T'as tout de suite envie de l'acheter. Alors, je les ai pas lus. Donc, je dirais pas que c'est pas bien. Mais, t'as tout de suite envie de les acheter. Donc là, t'es peut-être victime d'un truc pas bien. Enfin, voilà. Donc oui, ça peut même donc être à l'envers de se dire. Et puis après, il y a des choses. Oui. Enfin bon, voilà. Oui, un jeu, il doit être beau. C'est obligatoire, je pense. Ou alors tu fais avec, comme la couve d'Innominé, la première, ou Scales. Je répète le bouquin de base, pas les dérives de la suite. Mais oui, faut que ça soit beau, je pense. Excuse-moi de tirer sur l'ambulance, Croc, mais est-ce que c'est pas une des choses, notamment, qui a nui à Animonde, l'illustration? Voilà, et c'est surtout aussi ça. C'est que le contenu n'est pas en adéquation avec le contenant. Encore une fois, si ça avait été du post-apo, ou voilà, ça passait, et là ça passe pas. On est d'accord. Nous le savons tous, tu n'es pas un grand nostalgique, mais si tu devais retenir une chose, quelque chose qui a été vraiment exceptionnel dans ta carrière, ce serait quoi? Il y a un truc qui m'a vraiment plu. C'est un des gros souvenirs. Alors, des gens qui me disent j'adore ce que vous faites, auxquels je réponds toujours oui, moi aussi j'adore ce que je fais. Il y a un truc, j'avais été dans une banlieue, pas si craignos que ça, mais je crois, Créteil, je crois. Il y a un mec qui est venu me voir, et le mec m'a dit, il était pas si âgé que ça, il avait 20 ans, 25 ans, quoi. Il me dit, ouais, je suis content de vous voir, tout ça. Vous m'avez sauvé la vie. Ok. Tous les potes de ma cité, qui étaient potes avec moi à l'école, maintenant, ils sont soit morts, soit en prison. Et moi, au lieu de faire ce qu'ils ont fait eux, moi j'ai joué au jeu de rôle. Voilà. Et là, je me dis, bon, si sur 40 ans de carrière, je devais récupérer un truc, ça serait ça, voilà. C'est un beau truc. Ouais, ça se trouve, c'est du pipeau. Non. Non, et alors le deuxième souvenir, à plus récent, le truc de ouf. Je vais à Nantes, je sais plus quoi faire. Non, je vais pas de Clisson à Nantes. Non, j'étais vraiment à Nantes, pas à Clisson. Je débarque, mais vraiment, et puis alors c'est le truc qui se décide en une après-midi, tu vois. C'est on va à Nantes, on était dans le coin, donc le truc improbable. Je sors pour aller au resto, je sors du parking. Il y a un mec qui me dit « Oh, Croc, ouais, un truc... Et alors c'était récemment, c'est ça qui est drôle, c'est récemment. Et il me dit « Ouais, je suis content de te voir et tout. Est-ce que tu pourrais me signer un jeu ?» Je fais « Oui, mais bon. » Il me dit « Eh ben, tu vas pas y croire.
Là, j'allais chez un pote, on allait jouer à Bloodlust. Il sort son Bloodlust de son sac. Et alors là, je dis, le coup de bol du mec. Et alors là, il a dû aller voir ses potes. Vous savez ce qui m'est arrivé il y a 5 minutes? Il y a Croc qui sortait d'un parking et il m'a signé mon Bloodlust. Ses potes ont dû lui dire, ouais, t'as fait ça, t'as copié ça sur internet, t'es un salaud, quoi. Et c'est le truc improbable parce que je suis vraiment pas un mec qui me fait ça à Versailles. Je fais bon, ok, j'y suis depuis 59 ans à Versailles, ça doit le faire, quoi. Mais là à Nantes, c'était un peu ouf, quoi. Voilà. Et puis alors sinon, si on va quand même dans les souvenirs, on va dire, un peu plus... parce qu'il faut quand même que je sois fan de quelqu'un. On avait organisé un salon à l'Aqua Boulevard et on avait invité Greg Stafford et Steve Jackson. Et donc j'ai rencontré ces deux personnes-là, Steve Jackson et Greg Stafford. Et c'est là où tu vois que dire que ces deux-là sont américains, en fait, c'est là où tu vois que l'Amérique, c'est un continent et pas un pays. Hein. Parce qu'entre le Texan réac pro-armes, pro-NRA de Steve Jackson, et puis le Baba Cool de San Francisco, enfin d'Oakland, ils ont... Et tu te dis même, ils sont dans le même loisir, c'est juste ouf. Hein. C'est vraiment... Et rencontrer ces deux personnes-là, bah ça m'a fait super plaisir. Enfin voilà, c'était ces deux personnes-là que je voulais rencontrer. Moi, Gigax, il m'a jamais trop fait rêver. Non, c'était ces deux personnes-là vraiment que j'avais envie de rencontrer. J'ai eu de la chance de les rencontrer. Steve Jackson de jouer avec lui. Greg Stafford de discuter un petit peu. Voilà, ça faisait plaisir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo, notamment pour les 50 ans de Chaosium, sur Greg Stafford. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'il a fait pour le monde du jeu de rôle. Qu'est-ce que tu en penses? Alors attention, hein, Greg Stafford, je pense que le jeu de rôle, non seulement c'était pas majeur dans sa vie, mais c'était juste un moyen de... C'était pas sa vie du tout. Hein. Il était chaman. Il a quitté Chaosium pour faire de l'alphabétisation des pauvres au Mexique. Enfin, c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de vie, beaucoup de LSD aussi certainement, hein, faut bien, et d'autres drogues, hein, mais sur son bras, il avait son tatouage d'araignée qui était son esprit allié, et c'était pas du pipeau, c'était quelqu'un de... Je pense que le jeu de rôle, c'était une sorte de ramification de son esprit, on va dire, non conventionnel, quoi. Donc c'est aussi peut-être pour ça. C'est que c'était pas... Pour lui non plus, c'était pas si important, je pense. Alors que Steve Jackson, le jeu, c'est toute sa vie, tu vois. Le fait qu'il ait simplement arrêté à un moment, c'est que c'était pas si toute sa vie que ça, quoi. D'ailleurs, pour moi aussi, d'ailleurs. Où j'ai arrêté un moment, puis je suis revenu, mais bon, tu vois, lui, il est pas revenu, il est revenu. Mais bon, voilà, c'était pas si important. Et puis, alors que les gens, je pense que si tu connais pas RunQuest, je dirais même plus, si tu connais pas Gloranta, t'as aucune raison de t'intéresser à Greg Stafford, en fait. Je pense. Mais sauf que RunQuest, c'est un truc majeur. Donc c'est aussi, alors ça, que les gens ne s'intéressent pas à RunQuest, ça c'est un problème. Mais c'est plus un problème RunQuest que... RunQuest Gloranta, hein, pas le système de jeu Basic Roleplaying, qui est très bien, mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Hein, c'est tout un univers extrême, qui peut même être plus riche que celui de Tolkien. On va pas dire celui de Tolkien, mais en tout cas, plus riche que Game of Thrones, par exemple, largement. Hein. Et qui n'est pas issu de romans. Alors il y a eu des romans, il y a eu des machins, mais à la base c'était... Alors d'ailleurs, est-ce que c'était un jeu tout à fait? Est-ce qu'il y a eu des romans déjà au début? Peut-être un peu, mais voilà, enfin c'était un univers multiple, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeux dans ce genre-là, et puis surtout qu'ont des fans... Il y a eu des jeux de plateau, il y a eu plein de trucs, enfin je sais pas, je trouve que c'est un des univers les plus riches que... Oui, d'ailleurs, dans sa biographie, on explique qu'il a fait du jeu de rôle pour donner un moyen d'expression au monde Gloranta qu'il avait créé. Je me demande si c'est pas un peu ça. Voilà.
Après, je le connais pas. Là, il y a bien des fans de Greg Stafford qu'il faudrait que tu interroges pour savoir en plus là-dessus, mais c'est ce que moi j'ai ressenti, quoi. Et Steve Jackson, à ne pas confondre avec le meilleur ami de Ian Livingstone, hein, les Leeds of Hitler, l'américain. Et alors lui, ce qui m'a toujours surpris, c'est Créac Texan, d'accord, mais c'est le gars quand même qui a créé le jeu de plateau Illuminati. Oui, parce que je pense qu'à la fois il est réac et à la fois il l'est pas. Il y a son truc où il s'est fait embrouiller par le FBI, il y a tous ces machins killers, tous ces trucs de conspiration. Bah t'imagines, dans Illuminati, il y a tout. Il y a toutes les conneries de maintenant, de la Terre, les platistes, tous ces trucs. Ils y sont déjà là-bas à l'époque, quoi. C'est juste hallucinant. Hein. Comme quoi c'était déjà un imaginaire qui existait. Tout X-Files, tout machin, Smoking Gun, JFK, tout ça c'était déjà... c'est rigolo. 4 décennies en France de jeux de rôle, voire même bientôt 5. Est-ce que toi tu es satisfait, content de là où est allé le jeu de rôle, ce qu'il est devenu aujourd'hui? Alors oui, je suis très 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 satisfait. Je m'en rendais... Alors moi j'ai arrêté pendant très long, pendant au moins 10-15 ans. Hein. Et après j'avais recommencé que sur des trucs mainstream. Hein. Un peu comme la musique, j'écoute plutôt des trucs... en fait des trucs très commerciaux. Je joue à Warhammer Roleplay, à Shadowrun, enfin voilà, des trucs très commerciaux. Mais j'ai découvert à la fois aux États-Unis à la Gen Con et à la fois à Octogone à Lyon, une foultitude d'indépendants qui font des trucs géniaux. J'avais un vieux pote dans les années, c'est toujours un pote, Alias, qui faisait Tigre Volant dans les années 80. J'ai même failli éditer son jeu. Au dernier moment, j'ai décidé de pas le faire, machin, blablabla. Donc ça, c'était en 86. C'est donc il y a 40 ans. Et quand tu vois que à Octogone l'année dernière, il était encore en train de vendre ses tigres volants, bah ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Normalement, si ça s'était mal passé, les gros jeux grand public auraient dû écraser tout le reste. C'est pas le cas. Tous les petits indépendants, et j'ai l'impression que ils se servent des grosses ventes de Donjons Dragons, de l'Appel de Cthulhu et tout ça, pour aussi se faire connaître à la base, et puis après dire, regardez, nous on fait des trucs différents, des trucs beaucoup moins chers, et voilà, et le fait que les méthodes d'impression actuelles, les impressions sur demande et tout ça, fait que vraiment, tu peux faire un jeu de rôle pour vraiment pas cher. Le seul problème que je vois tout ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est les quelques éditeurs de jeux de rôle qui, au lieu de prendre leur petit cousin qui dessine mal, prennent des IA. Ça, c'est un problème. Voilà. Mais hormis ça, mais alors après, ça vient en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que t'achètes qu'un jeu qui est beau, quoi. Mais tant pis, on l'achètera moins, mais il faut mieux que ça soit le petit cousin qui dessine mal plutôt que... Voilà. Mais ça mis à part, le fait qu'il soit maintenant possible d'éditer des jeux en faible quantité, je trouve que c'est super. Donc les jeux mainstream sont de mieux en mieux, et il y a plein de trucs indépendants. Bah voilà, quoi. Non, le seul truc qui pourrait être embêtant, tu vois, c'est à Cannes, par exemple. Les stands sont si chers que les indépendants, ils peuvent pas venir. Alors qu'à Octogone, ils viennent. Est-ce qu'ils ont des tarifs préférentiels ou trucs, je sais pas. Mais voilà, ils peuvent venir, ils ont des stands. À la Gen Con, ils sont un petit peu dans un coin, mais ils sont présents. Voilà, donc il faudrait pas que si les jeux de plateau ou le jeu de rôle a un énorme succès qui fait que les stands valent de plus en plus cher, que ces mecs-là puissent plus venir. Ça sera embêtant. Mais voilà, sinon c'est super, quoi. Et il est difficile aujourd'hui de parler jeu de rôle sans passer à un moment donné par la case crowdfunding. Qu'en penses-tu? Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de bien pour le jeu de rôle, de moins bien, mitigé? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais moi je trouve que c'est super. Alors c'est super si ça sert vraiment à ce que ça doit, c'est-à-dire à une société qui est déjà millionnaire, faire du crowdfunding, ça a pas de sens.
je pense que ça n'arrive pas dans le jeu de rôle, parce que même les sociétés qui sont censées avoir pignon sur rue, il n'y a pas de société, à part nous, par Asmodée, mais puis Hasbro peut-être pour Donjons Dragons, mais il n'y a pas de société de jeux de rôle qui ne prennent pas de risques quand ils sortent un produit. Hein. Donc, s'ils ont besoin de... Alors, c'est vrai, quand tu vois Avatar, là, qui a fait 3 millions, quand tu vois le... C'est quoi le dernier truc où ils ont fait 40 millions? Un truc sur un roman? Un truc de Sanderson? Un truc dans le genre? Ça existe, ça? 40 millions? Mais le mec, il pensait pas qu'il ferait 40 millions. Enfin, il y a un moment... Donc, moi, je trouve ça bien. Le souci, c'est que ça squeeze les boutiques. Alors, normalement, maintenant, les boutiques, elles vivent quand même avec le jeu de plateau. Mais faut pas oublier quand même que le crowdfunding, ça fait que la boutique, tu lui dis d'aller se faire foutre et voilà, donc... Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, le crowdfunding, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on va dire, y compris celle qui consiste à avoir des délais insensés de production pour juste une traduction, quoi. Et je cite pas d'éditeur, mais ça arrive régulièrement. Alors, je pense que quand tu achètes quelque chose en crowdfunding, faut te dire, je fais ça vraiment pour aider les gens. Si tu les aimes pas, si tu penses qu'ils vont avoir du retard, ben tu le fais pas. En fait, il y a aucun... Je pratique très peu le crowdfunding, très peu. Les quelques fois où j'ai fait chauffer la carte bleue sans même hésiter, c'est que c'était l'ensemble du produit qui me faisait kiffer et que si je le reçois pas, bah tant pis. Mais voilà, oui, c'est les retards comme ça, oui, ça va pas. Mais bon. Après, c'est toujours les mêmes qui sont en retard de toute façon. Donc à un moment, non, mais c'est vrai. Donc à un moment, voilà. Alors attention, tout le monde est en retard. Alors non, à l'époque d'Inouï Sataniste, on n'était pas en retard parce qu'il fallait sortir un produit tous les mois, on sortait un produit tous les mois. Mais maintenant, chez nous, chez Edge, il y a du retard. Et d'ailleurs, c'est même pas qu'il y a tellement de retard, c'est qu'on n'annonce plus de date avant que le jeu soit dans le stock. C'est simple. Parce que il y a vraiment toujours pas mal d'impondérables, quoi, entre les outils qui tirent au lance-missile sur les trucs qui fait qu'on peut plus passer par le canal de Suez, et les machins, et les trucs qui se perdent, et les trucs bloqués en douane, et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Encore plus quand t'es noyé dans la masse de tout Asmodée. Donc on n'annonce plus rien tant que c'est pas dans les stocks. Voilà, et comme ça on n'est pas en retard. Mais on est obligé de faire ça. Est-ce que finalement le rôliste, malgré ses immenses qualités, n'est pas devenu un petit peu impatient? Tout le monde est impatient. Tout le monde est impatient et consumériste. Les livraisons le jour même avec Amazon, le jour même un dimanche, il y a un moment, alors il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera pas, mais il faudrait que ça s'arrête. Oui, bien sûr, on est tous trop pressés, mais je le suis autant que d'autres, hein, donc on est tous coupables. Hein. Qui t'a parlé des choses qui fâchent, quelque chose qui fait bouillonner la communauté rôlistique aujourd'hui, c'est les jeux de rôle produits au minimum partiellement par des IA. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, les rares essais que j'ai voulu faire, c'était pas bien, quoi. C'était plat. C'était plat. Donc ça m'intéresse pas trop. Il y a des jeux qui sont comme ça. D'accord. Bon. Pour beaucoup, le jeu de rôle, c'est un moyen de réunir des hommes et de faire travailler l'imagination humaine. Est-ce qu'on aurait réussi à créer un jeu comme INSMV avec une IA? Non, mais par exemple, il peut te dire, voilà, j'ai un démon dont le sphère d'influence c'est la drogue. Qu'est-ce que tu pourrais me trouver dans des textes bibliques qui se rapprochent, tu vois, de la consommation de trucs interdits ou de machin comme ça? En
en l'utilisant une sorte d'énorme Wikipédia, pourquoi pas? Mais pour des trucs extrêmement ponctuels et qui pourrait, tu rencontres un prêtre exorciste, tu lui demandes un démon de la drogue, tu peux me donner un nom, il te donne un nom lui, hein, mais bon, tout le monde n'a pas un prêtre exorciste parmi ses connaissances, et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, donc pour certains trucs, mais après, voilà, voilà. Ou savoir quand est-ce qu'a été, tu vois, je sais pas, tu joues en 1890, les empreintes digitales, où est-ce qu'on en est, oui, non, mais ça c'est Wikipédia, ou c'est des livres, ou c'est... Voilà. Après, générer des paragraphes entiers, des chapitres entiers, des jeux entiers. Bon, non. Mais c'est bizarre, je suis moins hostile. Alors que moi, ce que je fais, c'est de l'écriture. Je suis moins hostile à l'IA d'écriture. Alors que je fais pas de dessin du tout. Et je suis hostile aux IA de dessin. C'est extrêmement bizarre. Je ne saurais pas analyser le truc. Mais c'est parce que j'ai tellement de dessins que j'aime bien, moi. On va pas reparler de Vincent Dutrait, mais aussi de Quentin Hoover dans Magic, de Wayne Reynolds dans Pathfinder. Enfin bon. Et moi, je voudrais pas que ces gens ils disparaissent, quoi. C'est peut-être que j'admire personne qui écrit, en fait. Je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être. Parce que, voilà. Dans la série des questions pas super originales, mais qui m'intéressent quand même vachement beaucoup, est-ce que tu as eu un regret dans ta carrière, à l'opposition avec ce qui t'a rendu le plus heureux? Du coup, l'inverse du contre vice-versa. Alors, alors oui, l'arrêt de certains jeux. Quand je regarde là, il y a 3 arrêts de jeux qui m'ont un peu embêté, Heavy Metal, mais on n'avait pas tant de choses à dire que ça, donc c'est pas trop grave. C'était l'Inquisitorus, dont on a parlé, mais alors, c'est l'Inquisitorus, c'est un peu bizarre parce que si on connaît un peu les deux univers, on sent bien que j'ai voulu faire mon Warhammer 40 000 à la française, quoi. Ça me permettait à la fois, alors que j'avais pas la licence de Warhammer 40 000, de faire des planètes un peu 40 000, et puis à la fois faire une extrapolation d'Innominés dans l'espace. C'était le truc où je pense que ça aurait pu aller extrêmement loin. Et alors ça a été extrêmement pas loin, hein. D'accord. Et puis le vrai gros regret, c'est Scales, parce que on avait vraiment prévu plein de choses. Et le fait de ne pas le faire. Voilà. Et j'ai un regret très récent. Alors non, j'ai un regret extrêmement précis. Donc comme je ne l'ai pas dit à la caméra, mais je te l'ai dit tout à l'heure, je lis très peu. Très très peu. De romans, je veux dire. Marc, Monsieur N, toujours le même, hein, me dit, il y a un truc qu'il faut que tu lises, La Compagnie Noire. Ça serait super qu'on en fasse un jeu de rôle, ça serait super. Et donc, j'ai lu, alors il y en avait beaucoup de bouquins, j'ai pas dû lire tout, j'ai lu 3-4 peut-être, pendant toutes mes vacances. Je me suis fait un film, mais de ouf, de ce que j'allais écrire. Et je suis rentré en septembre, et Marc m'a dit, les droits ont été vendus à la télé, donc ils ont bloqué. C'était il y a 20 ans, il n'y a pas eu de série télé, donc on s'est bien fait niquer, hein. Ils ont bloqué tous les droits, y compris sur le jeu de rôle, donc on fera pas le jeu. Et là, je m'étais tellement monté le bourrichon pendant 2 mois que j'ai été hyper dégoûté. D'ailleurs, quand on a repris Edge il y a 2 ans, j'ai dit à Michael, tiens, Compagnie Noire, machin. Et il s'avère qu'il y a eu un jeu de rôle, peut-être un peu indie sur la Compagnie Noire, qui n'a pas marché du tout. Et donc, comme avec Edge, on essaye de faire des produits, on est une société qui essayons de vendre des jeux, donc on a dit que c'était pas. Et récemment, quand vous réécouterez ça, avec la date qu'on est aujourd'hui, peut-être que... Je me suis monté le bourrichon sur un truc, mais là ça n'a pas duré, c'était il y a 3 semaines, hein. Donc ça a duré même pas 3 semaines, et on a décidé au final qu'on le ferait pas, et ça m'a saoulé.
Et je vais peut-être le faire tout seul, je sais pas. Donc peut-être un dernier jeu de croc avant la fermeture. Mais alors dans quel format, dans quel truc, je sais pas. En plus c'est un truc sous licence, c'est horrible. Voilà. Ça, donc voilà, nous sommes tu rajouteras la date. Et puis on verra si ce truc-là, quand vous le verrez, vous saurez que c'est le truc que je voulais faire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un avant-regret, avant que ça se plante. Voilà, là je suis dans la période regret, mais cette fois-ci, à la différence de la Compagnie Noire, là j'ai essayé de ne pas me laisser faire. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà. Je reviens dessus parce que je peux pas m'en empêcher. Tu as été inspiré par le heavy metal. Quand je suis arrivé, t'écoutais du heavy metal. Tu as même pas mal de vinyles de heavy metal. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion que tu as au fond de toi? Ah bah, c'est arrivé à peu près en même moment que le jeu de rôle, en fait, parce que j'ai découvert d'abord AC/DC, et c'est vrai, ouais, alors, souvent on a des morceaux, tu sais, qui nous rappellent des trucs dans notre vie, tout ça, et c'est vrai que mes débuts du jeu de rôle, c'était vraiment l'association de mes premières parties de jeu de rôle, c'est AC/DC, c'est Maiden, c'est Motorhead, c'est les groupes de cette époque-là. Et c'est vrai que... et puis c'est vrai aussi que c'était le look de l'époque. Bah à l'époque, parce que maintenant c'est vraiment... je dirais même que c'est la musique... des papas, le métal, hein, puis alors, des papas qui ont de l'argent, hein, parce que quand tu vois le prix du Hellfest, c'est... À l'époque, c'était... t'es un peu plus jeune que moi, je pense, donc t'as pas connu cette époque-là, mais c'était vraiment... bah, c'est le rap de... Oh, même pas, parce que le rap, c'est le rap d'il y a 15 ans, c'est-à-dire que c'était la musique de rébellion, et le truc fait avec des bouts de ficelle, même si les groupes de l'époque étaient déjà prestigieux, c'était galère, tu rentrais, il n'y avait pas de métro, enfin c'était des... Voilà, le truc Alors, le truc, entre guillemets, de loupard, sachant que moi j'ai passé toute ma vie à Versailles, donc pour le loupard on va oublier, hein, c'est comme Renault qui était de banlieue, hein, non, pas du tout. Mais voilà, c'était... oui, quand t'étais à l'école et que t'écoutais du métal, t'étais l'infréquentable. Donc si en plus tu jouais au jeu de rôle et qu'en plus t'élevais des serpents, là, c'était bon, quoi. T'avais la totale. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est le début de ma vie. Et c'est vrai qu'après j'ai découvert plein de trucs sympas de chansons françaises, Aznavour, Polnareff, tout ça, quoi, y compris des trucs plus actuels que j'aime bien. Mais voilà, la musique de cœur, c'est resté le métal, et c'est le truc qui me parle le plus, aussi à cause de la variété. Qu'à des moments, t'as envie d'être un peu cool, t'écoutes du Satriani ou t'écoutes Freebird de Lionheart, ou alors t'as envie que ce soit méchant et donc t'écoutes du Sepultura, ou voilà, il y a aussi extrêmement de variété, un peu comme dans le jeu de rôle. Et donc voilà, oui, donc c'est quelque chose. Et c'est vrai que, bah, comme je n'avais aucune culture littéraire, tout mon imaginaire de jeu venait soit du cinéma américain, soit de la musique et donc du métal. Donc c'est pour ça qu'on retrouve plein de citations, plein de noms de scénarios ou de noms de chapitres qui ont des noms de trucs de métal, et puis des citations, des trucs comme ça, évidemment, depuis le tout début, et évidemment bah, plus du tout maintenant, parce que voilà, ça serait quand même bizarre de mettre une allusion à un truc de métal dans l'appel de Cthulhu ou dans L5R, quoi. Ça serait quand même très très bizarre. Même si Maiden a fait Senjutsu, mais... Surtout les jeux que tu as produits, moi j'ai toujours senti l'omniprésence du heavy metal dans ce que tu faisais. Est-ce que c'est vraiment que j'abusais sur la fraise Tagada, ou il y a vraiment quelque chose, quoi? Oh, bah c'était parce que il n'y avait pas une volonté de... oui, si j'avais lu Baudelaire, il y aurait eu des citations de Baudelaire, mais c'était pas le cas, donc voilà. Donc c'était des citations de trucs de métal, oui, évidemment. Mais c'était vraiment un truc que je... Et que s'il y avait quand même une petite frustration de ne pas le retrouver ailleurs, nulle part. Il y avait... quand j'avais... Je me souviens... C'était... Putain, en plus, ça n'avait aucun rapport. Je crois que c'était sur un codex Eldar, sur les Warwalkers Eldar, et il y avait une légende d'un dessin où il y avait marqué Rise the Lightning.
Et rien que ça, je m'étais dit, waouh, c'est cool, c'est des potes à moi qui ont fait ça. Et en fait, ça n'avait pas trop de rapport. Alors oui, Ride the Lightning, c'était pas par hasard, mais voilà. Même chez Games Workshop, où tu te disais, ah, ça doit être des métalleux ces mecs-là. Bah non, quoi. Pas vraiment. Donc voilà, en fait, j'ai jamais trouvé d'autres éditeurs ou d'autres jeux où il y avait un petit peu de ça. Et les citations à la fin, c'est toujours des trucs hyper zarbi, des trucs gothiques ou des machins, des groupes que je connais pas. C'est toujours bizarre. Quand il y a des aspects musicaux, c'est toujours des musiques de films, des trucs comme ça, c'est bizarre. J'écoute pas tout ça, donc je sais pas. Alors, je me suis un petit peu cassé les dents, moi, sur ce sujet-là, et il y a une autre vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur ce sujet-là, mais effectivement, je me suis interrogé, moi, sur le lien entre le métal et le jeu de rôle, et quand je suis allé au Hellfest, je suis tombé, mais sur une personne sur une, quasiment, quoi, 3 personnes sur 4, étaient des rôlistes qui écoutaient du métal, et vous verrez ça dans la vidéo, moi, au Grass Pop, j'ai croisé aucun rôliste. Est-ce que c'est pas un microcosme, finalement, qui se formait autour de Croc et de son univers Est-ce que vraiment il y avait ce lien entre le heavy metal en France et le jeu de rôle par ton intermédiaire finalement? Oui. Bah, comme quoi les éditeurs auraient dû... Mais c'est même pas ça, c'est qu'il n'y avait pas de notion de musique. T'achetais les gens de Celtic, l'ultime épreuve, l'œil noir... L'œil noir c'est pas du français. Néphilim, vu qu'il faut bien passer par là, ou d'autres gens dans ce genre, il y avait même pas de citation de musique tout court. C'était bizarre, voilà. Bon. Il y a tout un set de peintures, de figurines sur la table de ta salle à manger, là, c'est rentré dans Pan 2 à l'heure qu'il est. Est-ce que tu es un joueur de jeu de rôle à figurines, ou à jetons, ou pas? On peut pas dire que j'adore, parce que, en fait, le truc, c'est que, à la fois, alors déjà, soit je préfère beaucoup les jeux où il y a rien du tout, où je ne fais que décrire. Mais c'est vrai, parce que, à partir du moment... Ma théorie, c'est qu'à partir du moment où tu visualises quelque chose, bah tu mets ton imagination en pause. Déjà, si tu as des floor plans, bah déjà, la salle, elle n'est pas autrement que ce que tu vois là. Et donc, ça limite ton imaginaire. Alors, en théorie, tu devrais avoir le même imaginaire que le maître de jeu, parce que sinon, tu ne comprends pas, ou il y a des trucs, mais... à la fois, je trouve que ça bloque un peu, donc dans les jeux de rôle, je préfère qu'il n'y ait rien du tout. Mais, évidemment, quand tu commences à être dans des jeux un peu tactiques, tu as intérêt d'avoir les figurines. Et alors, le problème des figurines, c'est que, hormis dans certains cas, ou dans des jeux un peu intimistes, tu n'as jamais ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu as beau avoir tout ce dont tu as besoin, t'as pas 20 gobelins équipés, tous de exactement l'arme qu'il faut, pareil pour les orques, pareil pour les kobolds, pareil pour les hobgoblins, pareil pour les bugbears, donc tu peux pas. Donc, bah, t'en as 4 qui correspondent à ce que tu veux, puis après t'en as 2 qui correspondent pas tout à fait, et en fond de cours, t'as des trucs qui ça ressemble plus à rien du tout. Donc ça marche pas. Donc, moi, ce que je privilégie, c'est pour les PJ, des persos faits avec HeroForge, ou en fouillant dans des magasins et pour essayer de trouver des figurines. Mais c'est vrai que depuis que Games Workshop a un peu écrasé tout le reste, des figurines de jeux de rôle, en France, dans des boutiques, t'en trouves pas. T'en trouves dans des salons, aux États-Unis, mais même, enfin, tu vois, moi je reviens de Cannes là, ou alors à Octogone, tu trouves pas. Tu cherches un prêtre de Donjon Dragon qui a un sac à dos, tu trouves pas. Enfin, alors tu peux trouver en ligne chez des boutiques, mais sinon c'est compliqué, quoi. Donc tu peux te le faire avec HeroForge. Bon, pour ceux qui savent pas, HeroForge, c'est un truc qui fait des figurines en 3D, puis après il te les envoie. Bon, bref. Tu les habilles comme des petites poupées Barbie, et puis t'as ton personnage. Et puis sinon, moi ce que j'utilise, c'est des espèces de tokens très abstraits pour faire tout le reste. Pour faire les archers, les mecs avec les boucliers, les skirmishers, le magicien au fond, comme ça, voilà, les joueurs, et puis à eux d'imaginer que ces trucs-là, ça soit les bestioles qui vont bien, quoi. Mais après, j'ai jamais été... moi, j'avais plein de potes à moi qui avaient 300, 400 figurines de jeux de rôle. Moi, j'ai jamais eu ça. Alors, des figurines, j'en ai bien plus que 300-400. Mais c'est pas pour du jeu de rôle. Parce que, pour la raison que je te disais, que t'as jamais ce qu'il te faut, quoi.
Il y a des montagnes de figurines chez toi, c'est pas uniquement pour faire du jeu de rôle, comment dire, c'est des figurines pour jouer à des wargames ou... Alors, soyons un peu précis sur le thème wargame, parce que comme je suis aussi chez les vrais wargamers, moi j'appelle ça des jeux de figurines, hein, parce que pour moi le wargame c'est hexagone, carte de l'Europe, symbole de l'OTAN, division allemande, division américaine, voilà. Ça, et normalement très moche et très cher. Ça, c'est du vrai wargame. Les jeux, pour moi, en effet, bon, évidemment, French Wargame Studio, Heavy, où ils utilisent toujours le thème wargamer, pour moi, c'est pas des wargamers. C'est des jeux de figurines. Bon, bref, en effet, on va citer Age of Sigmar, Warhammer 40 000, Saga, d'autres choses dans ce genre, mais oui, bien ça, je pratique aussi beaucoup. Et comme je ne joue jamais pas peint, je peins aussi beaucoup. C'est une de mes autres passions, ouais, assez dévorante. Alors dévorante pour le compte en banque, parce que Games Workshop, alors eux, c'est des bouchées hein, pour ce qui est des prix. Hein. Après, si tu achètes un truc et que t'es content, bah voilà, t'es content, hein, quel que soit le prix. C'est vrai que c'est hors de prix, on est d'accord. Et mais c'est magnifique, je prends beaucoup de plaisir à peindre, beaucoup de plaisir à jouer, donc voilà. Et ça, je joue depuis les tout débuts, hein, depuis la boîte blanche de Warhammer, donc c'est un truc genre 84 ou... Enfin bon... donc oui, ça... Et ça, par contre, je n'ai jamais arrêté. J'ai arrêté Games Workshop pendant un moment. Mon compte en banque s'en est bien remis. Mais je jouais à des jeux un peu plus underground, donc aussi beaucoup moins cher. Et puis après, là, depuis très récemment, je me suis remis beaucoup à la galaxie Games Workshop, on va dire, donc Kill Team, Underworlds, Age of Sigmar et puis 40 000. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de place surtout, et ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mieux jouer au jeu de rôle, les enfants. Ça coûte moins cher, ça prend moins de place. Alors ça prend pas moins de temps, mais voilà. Ces années-là, c'est aussi l'invasion des MMORPG. Est-ce que tu es resté à l'écart de ça? Tu es resté au jeu de rôle papier? Ou au contraire, est-ce que tu as plongé là-dedans et que tu as découvert ce nouvel horizon comme tout le monde? Ah oui, j'ai vécu, oui. Alors, j'ai pas joué à Meridian 59, mais j'ai joué à EverQuest dès que c'est sorti. Alors d'abord, j'ai joué à Ultima Online. Après, j'ai joué à EverQuest. Et après, j'ai joué à World of Warcraft, évidemment. Mais Pierre Rosenthal était déjà tout au début de Casus Belli, était déjà fini et il était déjà chez Blizzard. Donc je sais qu'il m'a eu un accès bêta, donc j'ai participé dès le début. Ah oui, j'ai eu une grosse période. C'était peut-être d'ailleurs la période où j'ai arrêté de jouer au jeu de rôle parce que je ne me vois pas en concurrence entre le MMO et le jeu de rôle. Donc ça devait être une époque où je jouais plus au jeu de rôle. Oui, j'ai énormément de souvenirs. Alors, c'était un peu bizarre. J'ai joué un peu avec des gens, en vrai, mais que des gens que je connaissais vraiment, des amis à moi. Mais sauf que très rapidement, on avait des rythmes de jeu qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, les niveaux étaient quand même très différents. Et donc, en fait, j'ai joué pendant plus de 10 ans à WoW. Je jouais qu'en solo en fait. Alors moi ça me plaisait de voir des gens et de me dire que c'était des vrais gens et de voir des gens sautiller et trucs. Mais je pense que quand je te dis, hein, j'ai joué 10-15 ans, j'ai jamais fait un donjon. Parce qu'en fait c'était qu'avec des gens que je connaissais pas, ils allaient hyper vite. Ils utilisaient des tas d'acronymes que je connaissais pas et ça me saoulait. En fait je jouais vraiment ce qu'ils appelaient équipement de la chouette, quoi. C'est-à-dire que moi, le matos que j'avais, c'était joli, ou... Enfin voilà, je me racontais ma petite histoire dans mon coin. Mais en fait... Donc oui, c'était... De se dire qu'il y avait plein de gens, ça me faisait plaisir. Mais après, les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'est Night of the Old Republic ou Witcher, hein, où j'étais tout seul. Parce que de toute façon, j'aime pas les gens, je crois, donc voilà, je les supporte quand je joue au jeu de rôle parce qu'il y a de la pizza, qu'on discute et qu'il y a des bonbons et tout ça, mais devant son écran, moi j'apprécie pas particulièrement. J'aime bien quand... En fait, j'apprécie pas quand c'est coop.
j'ai vraiment un réel plaisir d'écrabouiller quelqu'un de vivant dans l'ordinateur, plutôt que de jouer en solo. Si je joue à Call of Duty ou à Star Wars Battleground, j'aime bien savoir que le mec, c'est au bout de là-bas, à 600 km, il est dégoûté parce que je viens de le sniper en pleine tête. Ça me fait plaisir, plus que de tuer un bot. Mais en coop, bof, quoi. Non, voilà. Donc j'ai eu ma grosse période, j'ai adoré, hein. Et puis visuellement, de voir des trucs quand même que... Oui, visuellement. Pas EverQuest, hein, c'était moche, mais WoW, toute la période où on allait avec les transports volants et de voir tous les trucs, il y a des moments, non, il y a des vrais moments de plaisir. J'ai des très bons souvenirs, mais plutôt solitaires, quoi, on va dire. Dans un autre registre, comment tu as vécu le raz-de-marée Magic en 93-94 quand c'est arrivé? C'est simple. Alors bon, ça il y a moyen de se le faire raconter par ailleurs, mais c'est vrai que j'ai été tout au début de Magic en France. J'ai même arrêté très très vite. Enfin, j'ai été tout au début. On a raconté sur d'autres endroits qu'avec Asmodée on avait eu la licence de Magic et puis qu'en fait finalement, enfin voilà. Pour résumer, on a été à Essonne pour signer la licence exclusive de Magic. On a signé le contrat pendant un week-end. On avait la licence de Magic. On était très contents. On avait chanté dans la voiture et tout ça. Et en revenant, on a trouvé un fax disant que le mec qui nous avait signé le contrat était licencié mais qu'il ne le savait pas, donc notre contrat n'était plus valable, et donc on n'avait plus la licence, blablabla. Marc a été vexé, autant que nous, hein, sauf que c'est lui qui décidait, mais on l'aurait fait aussi, et donc on a refusé, il nous avait proposé quand même une distribution, qu'on a refusé, et donc on a failli mourir. Moi, en tant que joueur, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Attention, je parle bien de le vrai Magic, avec des mises, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Avec des mises, j'ai vécu des moments extraordinaires. Si vous n'avez jamais joué sans mise, vous n'avez jamais joué à Magic. Enfin, savoir qu'on va perdre sa carte à 600 balles sur un terrain en moins ou un terrain en plus, c'est juste une sensation de ouf, quoi. Que ressentent d'ailleurs, c'est peut-être pas étonnant que beaucoup de joueurs pros de Magic sont passés au poker. Parce que là, tu les sens, le all-in que tu fais avec qui va te coûter 2000 balles, ça te donne des sensations que tu n'as pas par ailleurs, que tu peux jamais avoir. Ça, c'est le côté perso. Après, il y a eu le trop, c'est-à-dire qu'en effet, à un moment, plus personne jouait à autre chose qu'à Magic. Ça, c'était un petit peu emmerdant. Et puis, professionnellement, on a quand même failli mourir, évidemment, hein, parce que sur les ventes des jeux, ça s'est ressenti beaucoup. Pour nous, pour la plupart des joueurs qui était en club et tout ça, l'assassin du jeu de rôle, c'est Marie Dumas, et puis Abgral, là, le psy, là. Et pour nous, c'est Richard Garfield, là, et puis Peter Atkinson. Hein. Là, ça a été vraiment très chaud. Hein. Donc voilà. Donc oui, ça a été... Oui, j'ai assisté à combien de révolutions ludiques j'ai assisté. Le jeu de rôle, c'était un petit peu avant moi, mais quand je suis un peu arrivé au début quand même en France, quoi. Magic, les jeux en ligne, enfin oui, les MMO, et puis en bas bruit, le passage des jeux Ameritrash aux jeux européens, quoi, avec oui, on peut aussi jouer intelligemment aux jeux de société, sans que ça soit les échecs ou le Go, quoi. Oui, on met quand même un petit peu de thème, Colon de Catane, Agricola. Voilà, on met un petit peu de thème, et c'est pas le gros truc de bourrin où tu balances des dés, comme on avait l'habitude, qu'on adorait avec les jeux américains. Donc ça, c'est quand même aussi une révolution, quoi. 93-94, c'était également le drame absolu de la chasse aux sorcières contre les méchants rôlistes en France. Suite à une émission qu'on connaît tous, qu'on développera aussi plus tard. Comment toi, personnellement, tu as vécu cette attaque contre le jeu de rôle? Alors le truc, c'est que la chasse aux sorcières, j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, que le jeu de rôle attire quand même un petit paquet de bizarres, quand même. Hein. Alors pas autant que le gothique, pas autant que le Death ou le Doom
dans le métal, enfin surtout le death, enfin, quand tu vois les groupes Mayhem ou des trucs dans ce genre où c'est quand même un petit peu problématique. Même si eux ils sont second degré, bien Mayhem j'ai un peu de doute qu'ils soient second degré, hein, mais tu te dis qu'il y en a quand même qui sont second degré, mais le problème c'est que il y a la plupart des gens qui suivent qui peuvent quand même être un peu... Et donc je me suis toujours dit que le jeu de rôle, de toute façon, c'était un peu juste et qu'à un moment, il y allait avoir un truc, hein, quand même, de toute façon. On a échappé belle avec Carpentras, on a échappé belle avec d'autres trucs. Pour les jeunes qui ne connaissent pas ce point historique, que je trouve très important sur l'histoire du jeu de rôle en France, peux-tu nous parler de l'incident de Carpentras ? Alors, Carpentras, c'est un groupe d'individus qui se sont introduits dans un cimetière, qu'on déterrait une personne juive. Alors, en l'occurrence, il s'avère que le fait qu'il ait été juif était important par la suite, mais voilà. Mais c'était déjà avant tout une personne. Avait essayé de lui planter un pied de parasol dans le corps, enfin bon, un truc horrible. Donc pendant longtemps, on a pensé que c'était la jeunesse dorée de Carpentras qui venait faire touche-pipi dans le cimetière. Moi, franchement, ouais, j'y ai un peu cru au jeu de rôle. Et je crois qu'on s'en est pas trop pris dessus. Le métal, à l'époque, c'était entièrement planqué. Moi, je me suis dit, pourquoi pas des genres de jeux de rôle ? Oui, des cons, mais de toute façon, des cons, il y en a partout, mais cet imaginaire-là de profaner un corps, machin, malgré tout, dans l'appel de Cthulhu et dans Donjons Dragons, on passe son temps à ça. Hein. Donc, plus que dans les gens qui font du macramé ou de la poterie, hein, quand même, malgré tout. Et il s'est avéré qu'au final, la partie importante, c'était que le monsieur était de confession juive et que c'était des skinheads. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est passé à travers les gouttes. Mais à un moment, ça a été juste. Et donc, il s'est avéré que cette histoire donc, de jeune garçon qui s'est suicidé, soi-disant à cause du jeu de rôle. C'était extrêmement téléphoné parce que tout le monde sait que quand quelqu'un se suicide, il y a plusieurs facteurs. C'est tellement évident. Et en effet, il a peut-être perdu son personnage, ou je sais pas, ou il s'est embrouillé avec ses potes, mais aussi dans sa vie sentimentale, ça n'allait pas, et aussi dans sa vie personnelle, ça n'allait pas, et aussi il n'a pas été voir de psy, et aussi. Et tout ça, c'est exactement comme un accident d'avion ou de train. C'est un bug, plus un bug, plus plein de bugs qui font qu'à ce moment-là, l'avion il tombe, le train il déraille, et la personne se suicide. Et voilà, et donc ça nous est tombé dessus. Et ben nous, en tant qu'éditeurs, on était déjà tellement dans des jeux extrêmement no-round que ça nous a pas affecté plus que ça. Je sais même, c'était même limite vexant qu'ils n'arrêtent pas de parler de Donjons Dragons, alors quand même... Le pouvoir de Furfur, c'est quand même dans Ignominie, c'est de se suicider quand même. Je sais pas, j'aurais bien aimé avoir quand même la notion de la vie. On parle au moins un peu de mon jeu, mais non. Voilà, c'était Donjons Dragons, tant pis. Oui, parce que vous imaginez, dans Donjons Dragons, on tue des démons. Ah oui, mais dans le mien, on a des démons, c'est encore mieux quand même. Non, on n'a jamais eu le droit à ça, j'étais assez vexé. Non, commercialement, nous, on n'a rien vu. Et c'est vraiment plus tard, quand j'ai commencé à rediscuter avec d'autres gens qui ont dit « Ouais, mon club à l'école, il a fermé, mes parents, ils voulaient plus que je joue, tout ça. » Moi, j'avais eu le truc avec mes parents à une époque. C'est-à-dire qu'il y a une époque, avant même qu'il y ait quoi que ce soit comme scandale, quand tu vois que ton gamin qui faisait rien avant, il s'enferme en l'occurrence c'est dans un abattoir, je l'ai raconté par ailleurs, hein, il s'enferme... le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi dans un abattoir avec 4 potes, entre garçons, tu te dis, il y a un problème. Et donc, ils m'ont dit, c'est quoi ton truc ? Bah voilà, on va s'asseoir, on va faire une partie. Ils ont fait, ouais, ça nous plaît pas trop, mais c'est pas dangereux ce machin. Bah, je fais, bah non, c'est pas dangereux. Alors oui, c'est ce qu'on en fait, oui, ça peut être dangereux, oui. Mais moins que de rouler en mobilette sans casque, hein, ce que tout le monde faisait à l'époque. Hein, donc voilà. Donc moi, avec mes parents, c'était réglé, j'étais plus âgé. Et puis bah voilà, nous, on l'a pas tellement vu. Je pense que les gens qui achetaient, ils continuaient à acheter en fait, mais c'est vrai qu'ils...
il y a dû y avoir plein de gens qui ont... Alors peut-être qu'il y a toute une génération de gens qui auraient pu commencer à jouer et qui n'ont pas joué. Ça, c'est possible. En 2025, le jeu de rôle, c'est un petit peu assagi quand même. On est très très loin d'INSMV. On a même beaucoup de préoccupations dans les ouvrages sur les identités de genre, sur les, comment dire, le racisme latent qu'il pourrait y avoir dans certains jeux de rôle. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je vais parler quand même un tout petit peu de Edge. Nous sommes principalement soit des traducteurs de jeux américains, soit des jeux qu'on écrit pour les Américains. Arkham Horror, c'est écrit en partie par des Américains, dirigé par moi, mais c'est pour le public américain. Et le public américain dans le jeu de rôle actuellement est totalement comment dire, enfin, oui, il y a un contrôle extrêmement précis de donc le genre, éviter d'être sexiste, éviter tout ce qui est choses humiliantes, machin, sauf la violence, on est aux États-Unis, hein. Et donc bah oui, c'est l'exagération des États-Unis, c'est la plus grande production de porno mondiale, et c'est les gens les plus puritains. Il n'y a que pour la violence où vraiment tu n'as aucun problème. Ça, tu peux tuer tout ce que tu veux, il n'y a rien. Et donc, nous, on crée des choses pour les gens qui achètent nos jeux, et donc, ils sont sensibilisés là-dessus, et donc, on le fait. Est-ce que c'est le cas aussi dans la production de jeux de rôle franco-française? Je t'avouerai que j'en lis pas assez, donc je sais pas. Mais oui, c'est moins choquant. C'est moins choquant qu'avant, évidemment, oui. Alors, est-ce que ça va trop loin? Oui, oui, quand je vois que dans le Monster Manual de la nouvelle édition, dans les monstres, il n'y a plus les orques. Tu te dis, quand même, les orques, enfin, le Seigneur des Anneaux, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Et je pense que ça, c'est à cause de WoW. Parce que, pourquoi les orques sont passés PJ? Alors, avant, il y avait les demi-orques. Alors là, maintenant, c'est marqué que les demi-orques, c'est pas des viols. Hein. C'est, oui, parce que les orques, ils s'entendent vachement bien avec les autres. Et d'ailleurs, tu vois, je me retiens de dire race. Hein. Faut pas dire race, faut dire peuple, voilà. Bon. C'est bizarre. Après, encore une fois, hein, ça casse pas ce qu'était avant. C'est-à-dire que si tu veux rejouer à un moment où les orques étaient méchants, t'as l'édition d'avant, hein, c'est pas très gênant. Non, le truc qui me dérange, tu vois, dans ce qu'ils font, c'était la réflexion de ma fille. Alors, si Alice va voir que je me fous d'elle, mais... Anecdote. Un jour, elle rentre, elle est en province maintenant, elle rentre, elle me fait: papa, il faut que tu regardes un truc sur Netflix. Je fais: ouais. Elle me dit: oh, j'ai vu un truc. Mais si il faisait un jeu de rôle là-dessus, ça serait ouf. Faut que tu regardes Bright. Je fais: oui, mais ça c'est Shadowrun en fait. Quoi? C'est Shadowrun. Le jeu, ça existe depuis 20 ans. Ah bon? Ah bah, comme j'avais une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée, mais... Et elle me dit: ouais, et alors c'est hyper bien vu ce truc-là. Parce ils arrêtent pas de parler de racisme, mais comme c'est envers les orques, eh ben en fait, ça donne des bons messages contre le racisme, sans qu'il y ait la dichotomie habituelle, noir, blanc, machin. Ils auraient dû faire ça dans Donjon Dragon. Enfin, et tout Shadowrun, au moment où le background est devenu intéressant, on en parlait sur le fait qu'au début c'était un petit peu bâclé, hein, c'est... Pourquoi les nains et les elfes, ça va, parce que quand ils naissent dans une famille, ils naissent à la naissance et machin, ils s'adaptent, ils trucs, et les elfes font des elfes et tout ça. Et les orques, il y a la goblinisation. Et tu vois là, t'avais un enfant, entre guillemets, normal, et puis il change. Et dans la famille, qu'est-ce que ça fait que ça change? Et ça te fait des réflexions sur les gens qui sont handicapés, sur les gens, voilà, ton enfant devient handicapé, bah là, avec ce parallèle de l'enfant qui devient orque à l'adolescence, eh ben ça te fait
réfléchir sur ce qui se passe dans la vie réelle et tout ça. Il y a tellement de choses à faire avec ça que de dire les orques c'est plus des monstres, c'est des PJ, ils sont pareils que les autres, ils sont verts, ils ont plus de force. Il y a aucun autre sujet. Il y a tellement de sujets à traiter là-dessus. Hormis les blagues dans Warhammer Fantasy, dans le premier truc, les nains, les chiens sont interdits quand tu arrives dans la ville. Là, c'est du gros humour anglais à 2 balles, Try Games Workshop, quoi. Il y a tellement de choses à faire là-dessus que, il y a pareil dans Witcher. Dans Witcher, il y a des intrigues entières sur les gens qui martyrisaient les elfes, et puis les elfes qui se rebellent, enfin voilà, tu sens que derrière ça parle aussi de religion, que ça parle de problèmes de racial et tout. Voilà. C'est ça qui est bête en fait, je pense. C'est que ne plus traiter, en fait c'est ça, ne plus traiter de ces sujets-là, c'est les oublier un peu. Or, tu peux pas les oublier. Quand tu peux pas les oublier. Aux États-Unis, tu peux pas les oublier avec le Ku Klux Klan, avec le parti nazi américain qui a encore, à cause du freedom of speech, grâce au freedom of speech, à cause, ils ont le droit de citer. Voilà. Et après, on parle plus de rien. Il faut parler des choses. Je m'étais embrouillé avec l'éditeur de Days of Wonder qui avait fait Mémoire 44. Je suis très passionné d'histoire et particulièrement la Seconde Guerre mondiale, et ils avaient enlevé toute notion de SS. C'était unité d'élite. Et je m'étais embrouillé avec eux en disant, mais ils me disaient, on veut pas mettre d'unité SS parce que on veut pas que le grand-père qui apprend à jouer à son petit-fils, le petit-fils se retrouve avec des divisions SS, puis il écrase son grand-père. Je comprends tout ça, mais le problème, c'est que de ne plus en parler, ça les fait disparaître. Et une fois que tu as fait disparaître, une fois que la Das Reich elle a disparu, ce qu'ils ont fait à Oradour, ça disparaît aussi. Et donc, ils parlent d'Oradour à des moins de 30 ans, et tu verras combien il y a de gens qui connaissent. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà, mais parce que je suis passionné d'histoire. Bref, on était parti sur les orques. Bon, bref, voilà. Fin de l'histoire, fin de la digression. Moi, je suis un vieux MJ, je mets pas les problèmes sous le tapis, j'ai plutôt tendance à rentrer dedans comme laboratoire d'expérimentation sociale. Quand les gars un peu machos se pointent dans une partie de Cthulhu, je leur mets des dames qui sont mariées, qui doivent rentrer à 19h, qui doivent surtout pas sortir la nuit, qui doivent bien avoir fait à manger avant que leur mari rentre, voire qui n'ont pas le droit d'entrer à la bibliothèque parce que les femmes n'ont pas à se cultiver. Et je trouve que ça remet un petit peu les choses en place pour qu'ils se rendent compte de ce que peut être la condition de la femme en 1920, par exemple. Oui, mais les personnages, les PJ sont des héros. Donc, c'est une parmi. Tu vois, il y avait une célèbre pilote d'avion là, dans les années 30, je ne sais plus comment elle s'appelait. Si tous les PJ que tu croises, c'est des nanas et qu'elles ont toutes des postes à responsabilité, c'est bizarre. Pour les PJ... Et puis, alors pour les PJ, c'est compliqué, et aussi, dans les années 80, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de joueuses. Maintenant, il y en a plein de joueuses. Plein. Enfin, moi, je vois dans les salons, où je vois dans le club où je vais jouer à Warhammer 40 000, rassurez-vous, il n'y a pas de filles avec Warhammer 40 000. Hein. On s'en garde bien, mais pour les gens de jeu de rôle, il y a 50-50 maintenant. Si une fille a envie de jouer une fille, il faut qu'elle puisse le faire, et il ne faut pas qu'elle soit limitée dans ces trucs. Moi, je pense quand même, malgré tout, Enfin, voilà, mais je comprends aussi ce que tu dis. Mais, d'autant qu'elle peut peut-être en jouer quand même, de dire, faut que je sois rentré à 17h30. Ça peut être drôle. C'est drôle, sauf si dans la réalité, c'est ce qui lui arrive après, tu vois. Donc, ça sert aussi à généralement, les gros guerriers, c'est jamais des gros baraqués, c'est des petits à lunettes. Hein. Donc, je pense que à cause de ça, il faut qu'elle puisse jouer. Et puis, même dans des sociétés antiques ou des trucs, tu vas jouer dans les jeux de Celtic, tu dis, il n'y a pas un personnage qui sera une nana, et puis il y a Boudica, et puis... Voilà, alors c'est Boudica, voilà. C'est-à-dire que sur les milliers de guerriers gaulois, il y a une nana. Bon, voilà, c'est celle que tu joues, et puis voilà, faut pas qu'il y en ait deux trop. Mais dans un groupe, c'est pas... Je sais pas. Enfin oui, je comprends ce que tu dis, mais il faut aussi que le jeu de rôle, ça doit être un peu la liberté. C'est pas le préambule du départ, c'est si je tombe sur une grande bande de masculinistes relous... De leur donner ça à jouer. Après, moi, alors, le truc, c'est que moi, je joue qu'avec des amis, donc ça peut pas m'arriver. Mais
Je repose la question, j'avais posé cette question à Jean-Marc, mais je pense que tu peux apporter des réponses assez intéressantes. Est-ce que ce problème-là se soulève pas tout simplement parce que les jeunes joueurs aujourd'hui ont tendance à jouer avec des gens plus facilement, hein, notamment avec le jeu distanciel, ils jouent avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et par conséquent, le contrat social est à rétablir à chaque fois. Oui, tout le truc sur la X-Card, qu'au début je trouvais ridicule, je peux le dire, je trouvais ça ridicule. Mais c'est parce que moi je joue qu'avec mes amis et ma famille. Donc les traumas qu'elles ont, je les connais, on les a vécus, on en a parlé par ailleurs, tout ça. Mais c'est vrai que sur les salons, et seulement imaginer qu'il y a des mecs qui font des scènes de torture et de viol dans des salons. Mais alors déjà, on disait qu'on n'en parlerait pas beaucoup d'Edge, mais en fait on en parle un peu. Toutes nos démos, les scénarios, nos maîtres de jeu sont triés sur le volet. C'est des professionnels, ils connaissent leur métier. Les scénarios sont testés, retestés avant. Enfin voilà, mais j'ai en effet lu et vu des cas de trucs dans des salons qui sont hallucinants. Mais voilà, donc à cause de ce qui est un peu embêtant, c'est être obligé d'en faire un chapitre entier dans un bouquin quand ça concerne 3 ou 4 connards, quoi, et qui doivent juste être virés de ce milieu. Tu vois, par exemple, à Octogone, il y a une safe zone. La safe zone, donc pour quelqu'un qui subirait du harcèlement, à cause de son genre, à cause de la façon dont il s'habille ou quoi qu'est-ce, c'est une salle 2 fois plus petite que ça, avec 4 chaises sans fenêtre. Ok ? La safe zone, c'est tout le salon. S'il y a un mec qui fait une remarque homophobe sur le salon, tu le prends par le cul, tu le vires dehors. C'est à lui de se barrer. Parce que là, c'est comme le harcèlement à l'école. C'est celui qui est harcelé qui... Donc là, tu as été harcelé, tu te retrouves dans une pièce carrée avec des murs jaunes et 4 chaises. Non, c'est la personne qui harcèle qui doit être virée, et immédiatement. Donc c'est pour ça que le concept de safe zone, il n'a pas lieu d'être en fait. C'est le salon qui doit être une zone de safe pour tout le monde, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, on les vire, quoi. Ça me semble tellement évident. Pour conclure sur ce sujet, c'est vrai qu'effectivement la X-Card, ça n'est qu'une matérialisation de quelque chose qu'on faisait assez naturellement pour la plupart dans les clubs, c'est-à-dire discuter entre nous, dire quand il y avait un malaise, et puis s'adapter, quoi. Je sais pas. Et puis après, dans les clubs, t'as toujours le maître de jeu un peu bizarre qui fait des descriptions un peu sadiques, des machins. Il y a toujours des personnalités très étranges dans les clubs. Ça, on s'adapte, on machin, on truc. Et puis alors, autant te dire que maintenant, moi je vois, il y a certainement des exceptions, mais je trouve que les gens qui sont dans les clubs, je connais qu'un seul club, je ne peux pas faire une généralité. J'ai l'impression qu'on se récupère un peu moins de cassos qu'avant, quoi. Peut-être qu'ils sont dans les jeux vidéo maintenant, je sais pas. Ou dans les mangas. On vous les laisse, les mangas. Je sais pas. Mais voilà. Nous, on en avait vraiment beaucoup à l'époque. J'ai l'impression que c'est un peu réduit, quoi. Ça, c'est... Puis alors, il y avait aussi le célèbre truc de la fille qui venait une fois au club, avec tout le monde qui la regardait. Elle revenait jamais, évidemment. Enfin, tu vois, là, c'est plus du tout le cas. Enfin, il y a peut-être encore des clubs où c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'est moins le truc. J'ai vu tous les clubs de France. Puis moi, je joue aussi très peu en club. Voilà la fin donc de cette interview. Merci Croc, merci beaucoup de m'avoir accordé tout ce temps et puis de m'avoir invité à manger asiatique, pour l'occurrence. Et je vous laisse tous avec une petite visite de la maison de Croc et notamment de ses collections. C'est un petit bonus, un petit gros bonus quand même. Moi je vous laisse là. Je vous demande s'il vous plaît de partager, de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre les pouces, de faire des commentaires, etc. Parce que ça en a vraiment besoin. Les algorithmes YouTube en ce moment sont assez lourds. Ils ont fait un fumble en discrétion en tout cas. J'aimerais aussi vous dire que je vais faire rentrer quelques petits goodies juste pour le plaisir d'avoir des objets avec ma tronche dessus ou mon logo. Et puis pour vous permettre de matérialiser votre soutien à la chaîne. Donc pour l'instant, vous pouvez me voir à Vichy, vous pourrez me voir aussi à Octogone. Ce sera l'occasion éventuellement de faire un don à la chaîne pour me permettre de continuer à faire des interviews à l'autre bout de la France. Et vous repartirez en cadeau avec soit un mug, soit un sticker, soit un t-shirt. Voilà. Donc je vous laisse avec Croc, je vous laisse avec sa collection de jeux et de figurines.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et amusez-vous bien. Alors ça, c'est les quelques jeux, parce que j'en ai quand même pas de folie. Puis il y a plein de trucs, c'est pas du jeu de rôle. Hein. Et par exemple, dans les tiens, là, tu vois un animal qui dépasse. Il y a eu un ou deux suppléments. On va regarder. 2. Un truc pour jouer à 2. Et un... Avec la couverture sur Animalize de Kiss, là. Et l'Arc-en-Ciel des Ténèbres avec une nana à poil dessus. Jamais il faut oser faire ça. Et alors, tiens, on va regarder si c'est vrai ce que je disais. Mémoire de sang, est-ce que c'est Pierre Pevel qui l'a écrit? Pierre Pevel, dis donc! Exactement ce que j'avais dit. À l'époque, il s'appelait Pierre-Henri Pevel. Donc, il a tué cette gamme-là. Et il a dû tuer aussi celle-là. C'était l'incognita. Pierre-Henri Pevel. Voilà. Ne lui confiez jamais du jeu de rôle. De toute façon, là, maintenant, on est trop cher pour... On n'est pas assez cher pour lui, mais... Et alors, le bitume, normalement, celui que tu dois rechercher, c'est celle-là. Ça, c'est peint à la main par moi. C'est-à-dire le... C'est peint à la main. C'était extrêmement moche. Et là, il y a la dernière faite par Vatine. Celle-là. C'est pas de l'IA qui ferait ça, hein. Voilà. Sinon, il y a quoi? Il y a... Ah, un système de jeu que j'adore. Fantasy Edge. Vous connaissez? Ça. Non, bon, pas celui-là. Celui-là. Fantasy Edge. C'est extrêmement bien. Extrêmement bien. Ça a été traduit? Non. Bon, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'achète pas de trucs... Donjon Dragon. J'ai eu une période Donjon Dragon. Ça se voit. Hein. Ça, c'est tout du Juge Dredd. Ça, c'est tout du 40 000. Il n'y a pas tant de jeux de rôle que ça. Hein. Là, il y a tout Cops ici. Un Cthulhu qui se bat, je sais pas quoi. En fait, à partir du moment où j'arrête de jouer un jeu, je garde juste le... Je garde juste les jeux de base, en fait. Ça a des chances d'être dédicacé par mon pote Léo. Non? Même pas? Oh non. Je le respectais si peu que ça. Bah non. Pourtant, il me l'a offert, le jeu, hein, mais... Non. Pas de Oh, pas de dédicace? Ah bah non. Et, exemplaire numéroté, 841. T'as eu ton rêve de dragon numéroté, non? J'ai pas de rêve de dragon, j'aime pas. Voilà, c'est dit. Ma collection Juge Dredd, il y en a peu hein, de Juge Dredd. Hein. Il y a juste les trucs Games Workshop. Bon, en fait, il n'y a pas tant de jeux de rôle que ça. Hein. One Ring, évidemment. One Ring, ah si, il y a un truc rigolo que ce One Ring. Ça a été mangé par des escargots. Regarde, tu vois ça là. On avait sorti les plantes dehors pour qu'elles prennent de la flotte. Il y a des escargots qui sont rentrés dedans. Et après, ils sont descendus dans la nuit. Pendant plusieurs nuits, je pense, hein, pour manger ça. Et donc, ils m'ont bouffé plein de jeux de rôle. Tiens, on en parlait là de celui-là, le jeu de rôle où il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais. Il n'y a pas beaucoup de texte, en effet, ouais. C'est plutôt joli. Ah, j'avais pas les trucs originaux, alors je les rachetais, c'est quand ils l'ont réédité. Voilà. Bizarrement, il valait plus 89 francs. Non, hein? Ah bah oui, ça c'est... Dark Continent, extraordinaire jeu qui pourrait plus être édité maintenant, hein, parce que c'est sur les explorations de l'Afrique à l'époque des colonies et tout, ça t'oublie. Mais c'est extrêmement bien. Bloodlust. Ah, table ronde. Dédicace à Anne. C'est bien. Ça, il doit être dédicacé. Je veux pas le sortir, il y a trop de trucs au-dessus, mais. Et puis voilà. Mais tu vois, en fait, il y a surtout des trucs de figurines. Hein. Entre. Attendez un petit peu encore Shadowrun. Oui, quand même un peu, mais. La première édition de Warhammer 40 000. Rock Trader. Bon, ça. Ah, attends, il y a un truc. Non, ça c'est du Juge Dredd. Attends, il y a un truc, oui, ça, voilà. Ça c'est du... Ouais. Alors, General, non, mais Fantasy Gamer. Les vieux magazines de Steve Jackson. Ça c'est très bien, ça. Space Gamer. 83.
Oh, 84, alors après c'est des vieux, hein. Enfin, c'est des exemplaires récents après, 83. 82. Ouais, c'est assez sympa. Voilà, hein. Oh putain, il y a du DD4 là, je sais pas ce que ça fout là. C'est le cas de le dire, c'est pour caler un meuble. Pas fan de DD4 alors. Ah non. Ah, enfin, il y avait de l'idée, mais non. Non. Il y avait de l'idée, mais non. En fait. C'est trop jeu vidéo papier pour moi. Ouais. Worm, très bien. Worm. Et regardez, un ennemi Satanis, couverture blanche, non blister, en sous blister encore. Pas mal confié, tu veux l'ouvrir. Mais c'est pas le vrai mien, hein. Le vrai mien il est quelque part ailleurs, il est là. Le vrai mien il est là. Mais là c'est un qui me reste, je sais pas où. Après on va par là. Les figurines. Alors les figurines, il y a toutes celles là-haut, hein, mais après, là où il y en a surtout, c'est là quoi. Enfin, c'est une toute petite partie de plein de figurines. Et puis dès que tu ouvres une boîte, donc là des boîtes comme ça, j'en ai, je sais pas, peut-être 30 ou un truc comme ça. Voilà. Tous les bonhommes peints dedans. Tout bien rangé. T'as une idée de combien t'en as? Oh bah c'est facile, hein. Allez, on va faire une moyenne à 150 par boîte. Alors j'ai aucune figurine pas peinte, donc 150 par boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Allez, je vais te dire ça. 8. 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 8. Bah non, là il y en a 15. 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 30 x 15. 3000 ? Non, plus que ça. Putain, je suis... 500. Hein ? 4500. 4500 ? Alors ça, faut le censurer, faut pas que ma femme voit ça. En plus, j'ai ma vraie armée, là. Bon, là, ça, c'est des Lego. Mais j'ai ma vraie armée avec le petit sac qui va bien, avec la poignée. Hein. Et dedans, ça, c'est mes vrais chouchous. Des ogres de Age of Sigmar. Donc là, il y en a encore une bonne centaine. Hein. Tadam. Tu joues pas, Age of Sigmar, mon armée de cœur, comme disent les joueurs de figurines, c'est Ogre. Et Warhammer 40 000, c'est Space Wolf. Depuis que ça existe, en fait, à vrai dire. Hop. Donc là, on voit quelques décors d'Age of Sigmar. Quelques autres décors là-dessous. C'est même pas quelques autres, hein, c'est des trucs entiers de figurines. Là, j'aime beaucoup Arkham Horror, le jeu de cartes, comme on peut le voir. Plus quelques boîtes de Warhammer 40 000. Voilà, hein. On se refait pas. Non, c'est à mon fils. Et quand il s'est... Ça, c'était l'ex-chambre de mon fils. Quand il s'est barré, il a laissé les pop. Pareil, les trucs de Star Wars, c'est pas moi non plus. Hein. Et la collection de canettes, c'est pas moi non plus, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. Il y a des trucs vraiment très très bizarres. Et des boissons au tamarin. C'est très arbi. Mais ça, c'est les tapis de jeu pour les jeux de figurines. Et ça, c'est 17 mètres de haie. Parce que j'avais fait une reproduction de combat dans le bocage en Normandie, en 15 mm. Et j'avais commandé 17 mètres de haie. Et c'est 17 mètres de haie que j'ai dû utiliser 3 fois, je crois. Donc c'est pas... Ça fait beaucoup de haies. Ça fait pour pas grand chose. Donc ça, c'est tous les véhicules... Enfin, pas que... Non, il y a du Légion Impérialiste aussi, mais ça, c'est les quelques véhicules Space Wolf qui rentraient pas dans les boîtes. Et voilà. Et voilà. Non, t'as plus de figurines que de jeux de rôle, effectivement. Ah oui, beaucoup plus, oui. Beaucoup plus. Mais en fait, le truc... Ah, il y a aussi des décors, là, tu vois.
Ça, c'est des décors pour Malifaux. Des baraques victoriennes, tu vois. Avec tout l'intérieur. Avec les petites affiches et tout. Ça, j'ai une ville entière. C'est pour jouer à Malifaux. Des petits trucs pour faire des cimetières. Bon, pas besoin d'appeler la Carpentras. On a le cimetière à la maison. Très très joli. Enfin bon. Ça, c'est ni 40 000, ni... Voilà. Comme ça. Ça, c'est des Lego. Des Lego. Des Vikings. C'est de toi ou de... Des Vikings Lego. Oui, ça, c'est à moi, ça, par contre. Et c'est Claustrophobia 1643 qui sert de socle. On a du bus, nous, ici. Ouais, ça, c'est plein de décors pour Age of Sigmar. Et alors, quand je te dis que je jette rien, regarde. Découvrons ensemble la date de ce truc. 97, tu vois. Donc, et j'ai pas cassé, hein, alors que c'est du... Les autres, c'est plus récent. Voilà. Ah, une superbe tour AD. C'est que t'as plein de boîtes aux États-Unis qui vendent des trucs avec du bois, on va dire semi-précieux, quoi. Wormwood, et puis qui s'enlève. C'est un truc qui est entièrement aimanté et démontable, tu vois. C'est drôlement bien. Les tours AD, c'est quand même pas très utile, hein, on est d'accord. Mais celle-là, elle est très belle. Bah voilà, on a fait un peu le tour. Ah, une tête coupée au plafond. C'était quoi? C'était un goodies pour genre un jeu vidéo, genre God of War ou un truc dans ce genre. Et je sais pas comment j'ai récupéré ça. J'ai aussi mon masque à gaz, regarde. Mon masque à gaz. Ah oui. Toujours lié à la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est du... Ça c'est pas du... Non, c'est guerre de Corée ou c'est pas... Mais les Américains n'en avaient pas, il n'y a que les Allemands qu'on avait parce que comme ils avaient été un petit peu martyrisés par ce qui s'était passé en 14, ils se sont trimballés toute la guerre avec des masques à gaz qu'on ne savait rien. Les Américains n'en avaient pas. Ça c'est un truc année guerre froide ou... C'est ce qu'on pose comme question collectionneur dans ces cas-là? Non. Si jamais il y a le feu dans la baraque, dans la pièce, là, quel est l'objet que tu prends avant de partir? Aucun. J'ai aucun attachement aux objets en fait. Non, tu vois, je prends mon chat ou un truc vivant, mais alors un truc mort. Ici, là, je dois prendre un truc. Oh. Ouais, parce que c'est à la fois beaucoup, pas. Oh, il y a rien. Les figurines, c'est de la peinture. Si je dirais, elle est sympa, je prends ce géant-là, parce que c'est ma femme qui l'a peint. Voilà, et comme elle s'était un peu fait chier dessus, avec toutes les couleurs, et qu'il est très vieux et très moche, je prendrai ce géant. Tous les trucs, c'est des trucs que j'ai par moi-même. Donc en fait, il suffit que je les rachète, que je les repaye. Ça a aucun... Ça, on s'en fout, en fait. Enfin, ça se trouve, il est trop grand, et donc il est ailleurs. Heaven and Hell, New World Order, machin. Ça c'est du vieux. Ah oui, non. Non, ça s'en est pas, Je suis sûr qu'il n'est pas du même format et donc il est ailleurs. Donc s'il est ailleurs, il doit être dans un truc plus gros. Donc avec les gros bouquins en dessous. Bon. Là, il y a le coffret. Ah non, c'est bizarre. Là, on va s'apercevoir en direct qu'il me manque des suppléments d'innominés. Ce serait un peu ça, c'est du innominé américain qui a fait hurler les fans. Moi, je peux hurler, je m'en foutais un peu. Qu'est-ce qu'ils ont merdé dans cette version-là, en fait? Bah, ce qu'ils ont merdé. Tiens, il y en a là. Il y a l'intervention divine. Ils ont merdé qu'ils m'ont racheté une licence pour pas l'utiliser, donc bah ils font ce qu'ils veulent, mais c'est un peu con quand même, je trouve. On ferme.
avec ma gueule qui dit on ferme. Elle est où la photo? Mais elle y est cette photo? C'est pas dans on ferme? C'est bizarre. Mais attends, c'est pas plutôt dans une d'avant? C'est pas dans on ferme peut-être, hein? Et tu te souviens pas, toi? Non. Dis, moi, à cette époque-là, j'étais pauvre, donc j'avais très peu de choses. On va regarder si on la trouve quelque part. Ah bah voilà, c'est ça. C'est en Sympathie for the Devil, je vois pas pourquoi. Putain, tu vois qui c'est, Alexis Briclot? Non? Bah ça, c'est sa première couverture éditée. Ouais, tu vois? Waouh. Et c'était moins 666 avant quoi? Avant l'an 2000. Avant 2000. J-666. Donc c'est pas du tout. Donc tu vois, je pensais que c'était dans le dernier truc, et en fait pas du tout. C'était juste dans un supplément comme ça au pif. Bon, bah voilà, on le saura. Comme quoi, j'ai aucun souvenir de rien. Ça, c'est rigolo. C'est la version espagnole. Et le dessin, c'est 2 mains de personnes. Tu vois, qui forment un démon. Alors ça, par contre, c'est exactement verbatim la V1. Sauf qu'ils ont trouvé plus marrant de mettre les dessins en petit. Ceci, certains, pourquoi pas, hein, parce qu'ils n'étaient pas géniaux. Mais ça, c'est une traduction exacte. Et par contre, après, j'avais la version allemande, je crois. Ouais, ça c'est allemand. Ça, c'est aussi même version. Et les Américains, je sais pas ce qu'ils ont gardé. Qu'est-ce que c'est que ça, ces bouquins noirs là? Ah bah c'est du nominé rouge. Oula, je vois qu'il y a un truc, dis donc. Pas ouvert encore. Ça vaut cher ça? Baron samedi pas ouvert? On sait pas. Hein. C'est l'extension de Là j'ai le mien là. Ah attends, j'en ai une autre encore, pas ouverte. Démanché approfondi, c'est pas ouvert. Eh ben, dis donc. On nous aurait dit. J'ai l'impression qu'il y a un truc pas ouvert là encore. Inch'Allah. Alors, il faut plus jamais l'ouvrir. Hein. Et même pas le retourner. Hein. Non, non, non. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Je viens d'en voir encore un autre. Heaven and Hell, pas ouvert. Ouais. Bon, bah, j'ai des trucs pas ouverts. Voilà. Faut le savoir. J'en avais aucun souvenir. Mais je me demande si j'ai pas un intervention divine pas ouvert. Ça, c'est le premier. C'est le tout premier. Non, il est ouvert. Ouais. Quand dans le premier Illuminé Satanisme Magma Veritas, tu dis que Dieu et Satan sont en vacances à la Bourboule, d'où ça t'est venu? Aucune idée. Alors là, disons, si je devais me souvenir d'où viennent toutes les conneries qu'on a pu sortir. Non, il n'y avait pas de... Non, il y avait pas... Non, alors il y a des trucs où il y a des raisons, mais là, je te vois... Alors, autant te dire qu'il devait y avoir une super bonne raison. Mais uniquement au début. Enfin, là, je m'en souviens pas, en fait. Parce que moi, j'habite pas très loin de la Bourboule. Ah, c'est pour ça? Ouais, mais non, je crois que... Déception, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison. Je vois pas intervention, je vois pas le premier... Après, il y en a plein. Il y a encore un Inch'Allah ici. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi, en fait. C'est trié, vraiment, vraiment pas bien. Hein. Ah, ça vaut cher, ça, je crois. Il me semble, hein. Ça, des trucs que je pensais que... Ça, je pense que ça vaut cher. Très beau. Très bel objet. Et... Ah si, l'intervention divine, il est là. Hop. Couverture de Varanda, c'était pas mal. L'intérieur, c'était une époque où c'est moi qui faisais la PAO. Autant te dire que j'avais un peu abusé sur le grill. C'était pas terrible. Hein. Satan m'habite, excellent. Tu vois, il n'y avait pas que des citations de métal. Il y avait aussi des citations dégueulasses. Bon, ça c'est nul. Il n'y a pas de... Bon. Faudrait pas vieillir. Hein. C'est pas terrible tout ça. Hein. J'ai gardé tous les codex Space Wolf à travers les âges.
J'en ai en 2 exemplaires. Enfin, pas tous les codex, hein, parce qu'il y en a quand même pas à l'époque où je jouais. Il y a des trucs bizarres. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? No Quarter, truc de War Machine. Bon, bref, bah voilà. Hein. On a fait le tour. Juge Dredd. Cette édition-là, extraordinaire. Et après, il y a quand même beaucoup de jeux de figurines. Hein. Ouais, plus souvent. Donc Traveler, Twilight 2000, je dois faire une partie d'un peu de temps pour un VIP. Je maintiendrai son nom secret. Hein. Shield, meilleur jeu d'horreur, pour moi celui que je préfère. Tellement d'accord. Mais alors vraiment. Ouais, Pathfinder quand même 2. Hein. Et puis là, bon, Shadowrun Anarchy, mais voilà. Imperium Maledictum, un chef-d'œuvre, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul bouquin, quoi. Mais c'est extraordinaire. C'est Warhammer 40 000, mais on va dire sous le prisme de perso de Warhammer Fantasy, c'est-à-dire tu joues vraiment des grouillots qui combattent des trucs aussi grouillots qu'eux, en fait. Donc c'est... bon, ça, c'est du Malifaux, ça, c'est du figurine. Chronique oublié 2, là, la dernière version, elle est vraiment super bien. Et puis voilà, et puis quand même, de chez nous, quand même, la Nonique. Voilà. On a fait à peu près le tour. Ouais, Shield, moi, c'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué, j'ai toujours adoré. J'ai la première édition, la deuxième. Alors, les versions, moi, celle que je préfère, c'est celle avec le masque de clown, là, d'Arlequin, le noir, avec... la première édition, elle était un peu Scooby-Doo. Dans tous les scénarios, t'avais, à chaque pièce, il se passait un truc, des monstres qui surgissaient, un poltergeist, un machin. C'était pas trop subtil, quoi. À côté, le monstre de la crypte, moi, je trouve. Ouais. Ça, moi, j'aime pas trop. Mais après, c'est devenu, là, pour la version 2, c'est le noir avec les masques, là. Ça, c'était vachement sérieux. Et c'est qui? C'est Oriflamme qui avait fait la couverture jaune avec les cafards bleus, là. Déprimant. Tu te souviens pas de ça? Ben, voilà. Et puis alors, la dernière édition, t'as vu ce qui est arrivé à l'éditeur? Non. Donc, c'était... dans la dernière édition, dans la version américaine, c'est la moitié de personnages transgenres... des persos handicapés, des persos homo, enfin bon, wok, et les mecs qui se sont fait serrer pour harcèlement sexuel. Donc ils ont fermé la boîte, et surtout ils ont fermé toute leur banque de données de scénarios. Heureusement, je les ai récupérés au dernier moment. Enfin, je les avais récupérés avant, parce qu'il y avait au moins une trentaine de scénarios en ligne jouables. Et les mecs, ils ont fermé la boîte, pas d'excuses, rien. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Tactique là, avec les gobelins. Ça, c'est un petit rajout dans mon armée de cultiste Genestealer. Un sniper avec un familier Genestealer derrière complètement débile. Et là-dedans, je dois avoir un petit rajout de Space Wolves qui sont pas encore peints. Pourquoi ils sont dans une boîte? Parce que, comme il y a un chat dans la maison, si tu laisses les figurines traîner et que tu les as pas bombées, il y a des poils de chat partout. Voilà. Ça, c'est mon petit atelier. Mon petit loisir qui me repose le soir. En écoutant des podcasts de True Crime. Ça, c'est une autre de mes passions, les tueurs en série.